Bonjour à toutes et à tous. Nous vous présentons maintenant le deuxième temps de cette journée spéciale consacrée à la délinquance financière avec l'examen en séance du rapport présenté par Ugo Bernalici et Jacques Maire sur la délinquance financière. L'ordre du jour appelle le débat sur le rapport d'information du Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l'évaluation de la lutte contre la délinquance financière. La parole est à Monsieur Ugo Bernalici, co-rapporteur du Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques, pour 5 minutes. Merci, Madame la Présidente. Mes chers collègues, nous avons conduit un rapport avec mon collègue Jacques Maire, ici présent, qui s'exprimera juste après moi, sur les moyens mis en œuvre par l'État dans le cadre de la lutte contre la délinquance financière. Et je dois vous dire que je suis heureux d'avoir fait 2 sur 3 pour aujourd'hui, à savoir 2 ministères qui répondent présents à l'appel, celui de la justice et celui de l'économie et des finances. Manque le ministère de l'Intérieur, mais le gouvernement étant uni, je suis sûr que vous savez porter la parole de M. Castaner. Néanmoins, c'était un des points de notre rapport, la question de l'interministérialité est centrale dans le cadre de cette lutte contre la délinquance financière. Parce qu'on voit que des moyens, il y en a, insuffisants, ça c'est sûr et certain. Et d'ailleurs, c'est un investissement qu'il faudra faire pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. D'ailleurs, j'ai vu que le président de la République, dans sa conférence de presse, avait dit qu'il n'y avait plus de totem sur les 120 000 postes de fonctionnaires à supprimer. Ça tombe bien, si en plus on peut en embaucher, ce sera tant mieux. Évidemment, ce n'est pas seulement un enjeu de philosophie pénale. Bien sûr, ceux qui fraudent, ceux qui sont délinquants, ceux qui sont criminels, doivent passer devant la justice, doivent être jugés. Ce n'est pas seulement non plus un enjeu de finances publiques, parce que bien sûr, ce qui manque dans les caisses de l'État doit rentrer dans les caisses de l'État. C'est aussi finalement un enjeu de cohésion sociale, parce que l'impunité réelle ou supposée des délinquants en col blanc tend à discréditer l'idée de justice, quand en parallèle, l'administration fiscale et le juge pénal sont très fermes envers le délinquant lambda. Et on a tous les jours des exemples du multirécidiviste du vol de pâtes dans le supermarché qui va finir avec de la prison ferme, quand, par ailleurs, nous pouvons faire des conventions judiciaires d'intérêt public quand on est un fraudeur digne de ce nom, tiré costume 4 épingles, avec plusieurs millions d'euros à son actif, en tout cas d'escroquerie. Alors, bien sûr, ce rapport, en 5 minutes, il m'en reste déjà plus que 3, va être compliqué à résumer, et je vous invite à le lire. Il y a 25 propositions qui méritent toutes de l'attention. Je vous ai déjà parlé de l'interministérialité. Mais il y a une difficulté, c'est que quand on nous a demandé « Mais alors, messieurs les rapporteurs, quel est le chiffre de la délinquance financière ?» C'est là qu'on dit « Écoutez, j'en sais rien. Je n'en sais rien. Je peux vous donner une évaluation qui a été faite par des syndicats sur l'évasion et la fraude fiscale, entre 80 et 100 milliards d'euros, chiffre qui est d'ailleurs contesté par, je vois de plus en plus, par le gouvernement et par quelques experts. Mais moi, je crois qu'il est effectivement sous-évalué. Vous avez raison. Et quand on regarde le reste de la délinquance financière, parce que de quoi parle-t-on? On parle aussi de l'escroquerie à la carte bleue, l'escroquerie sur Internet, du faux site Internet où on vous vend un service bidon et vous lâchez 50, 100 euros et puis vous ne reverrez jamais ni le service ni le retour de votre argent. On parle aussi de l'atteinte à la probité, la corruption d'agents publics, étrangers ou nationaux. Enfin, le spectre est extrêmement large, sans compter l'activité de blanchiment plus classique et plus traditionnelle dans le secteur des stupéfiants. Bon, tout ça est extrêmement large, donc on est bien en deçà des 100 milliards à récupérer dans les caisses de l'État. Et quand on voit les débats que nous avons aujourd'hui en lien avec le mouvement des Gilets jaunes, que oui, de l'argent, il y en a aussi dans la délinquance financière et à droit constant. Je ne vous parle même pas d'un autre partage des richesses. Je pourrais vous en parler, mais je ne vous parle même pas de ça. Je vous parle de l'argent qui devrait rentrer dans les caisses de l'État. Alors, sur les propositions qui me semblent évidemment extrêmement importantes, il y a la question des lanceurs d'alerte notamment. Nous avons vu qu'il est compliqué d'être un lanceur d'alerte aujourd'hui, alors même qu'il y a une loi qui a été votée en France pour les lanceurs d'alerte, pour leur offrir un statut et les protéger. Il y a eu un débat au niveau européen. Madame la ministre de la Justice, vous allez pouvoir nous en parler, puisque vous avez conduit un certain nombre de négociations pour le compte de la France, en tout cas sur l'aspect d'information de la chaîne hiérarchique. Il est censé avoir aujourd'hui pour les lanceurs d'alerte un secours financier qui n'est pas en vigueur parce qu'il y a une censure du Conseil constitutionnel qui n'a jamais été corrigée. Et nous proposons par ailleurs un emploi public facilité pour les lanceurs d'alerte, puisqu'il y a une des galères du lanceur d'alerte, c'est qu'il ne retrouve pas de boulot, notamment dans sa branche d'activité, et on peut bien comprendre pourquoi, alors qu'il pourrait être utile à l'intérêt général, à la société et à l'État par extension. Mais je dois dire quand même qu'il faut augmenter les effectifs des services de police spécialisés, du contrôle fiscal, du parquet national financier. Le parquet national financier, franchement,
18 magistrats. 18 magistrats. Il était prévu qu'il y ait 8 affaires par magistrat. Nous en sommes à 32 par magistrat. 32. Alors même que c'est un des parquets qui fonctionne le mieux. Mais aujourd'hui, on voit que c'est la thrombose. Le parquet national financier ne prend quasiment plus de nouvelles enquêtes, plus d'enquêtes d'initiative. C'est dire là où on en est arrivé. Et quand ils demandent le recrutement d'assistants spécialisés, 2 de plus, c'est demander la lune. Non, c'est pas sérieux. Les millions devraient tomber sur ce genre de service, puisqu'ils en rapportent davantage. Et puis, petite question pour Bercy, plus précisément, sur la question de la TVA. Nous avons mis en débat la question du paiement scindé pour récupérer tout ou partie, je pense au moins une partie, des 20 milliards, 18 à 20 milliards sur les estimations, de la fraude à la TVA. Ça nous semble être des enjeux extrêmement importants. Petite question subsidiaire avant que je ne conclue, je suis déjà en train de dépasser le temps de parole. Où en est-on des 2,2 milliards que nous doit la Société Générale ? J'ai vu qu'il y avait eu un échéancier, un étalement, vous savez, dans l'affaire Kerviel. On leur a lâché 2,2 milliards comme ça dans un claquement de doigts, et pour les ramener, c'est plus compliqué. Il faut conclure. Et je conclus, il faudra peut-être se poser la question d'augmenter, ou en tout cas de mettre en œuvre des techniques d'infiltration dans les milieux de la délinquance financière, là où on ne le fait pas à l'heure actuelle. Monsieur le député. La parole est à monsieur Éric Coquerel pour la France Insoumise. Madame la ministre, monsieur le ministre, chers collègues, nous examinons aujourd'hui le rapport de nos collègues Ugo Bernalicis et Jacques Maire, l'excellent rapport qui évalue la lutte contre la délinquance financière. Ce débat est une des préoccupations principales des Français. Il est salutaire et il tombe à pic. Il y a quelques jours, la Cour administrative d'appel a annulé la dette fiscale de Google. Plus d'1 milliard d'euros, ce que Google doit à notre patrie, nous file entre les doigts. J'essaye de comprendre pourquoi votre gouvernement a été battu par Google. En première instance, la justice avait déjà tranché en faveur de la multinationale pour la raison qu'elle n'aurait pas à déclarer ses bénéfices en France puisque c'est sa filiale irlandaise qui vend la publicité sur le marché français. Madame le ministre, en tout cas monsieur le ministre, vous aviez fait appel de cette décision, mais sans changer la loi, il était impossible de faire payer à Google ses bénéfices réalisés en France. Le problème, c'est que Google est loin d'être la seule multinationale qui pille l'État. Je vais vous parler assez longuement du cas McDonald's, car il illustre très bien les deux problèmes qui nous sont posés en matière de délinquance financière, un laxisme criant envers ces entreprises délinquantes et une véritable saignée dans les moyens alloués au contrôle fiscal et à la justice. Une enquête fiscale a été ouverte en France sur McDonald's en 2013. Bercy soupçonnait la multinationale de diminuer artificiellement ses bénéfices au moyen de redevances versées à sa maison mère au Luxembourg. Première perquisition au siège de la chaîne, aucun résultat. En 2016, le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire après un dépôt de plainte de Madame Eva Joly pour, je cite, « blanchiment de fraude fiscale en bande organisée ». Deuxième perquisition au siège de McDo, toujours pas 1 euro dans les caisses. Depuis 2013, la Commission européenne a eu le temps d'ouvrir une enquête et de conclure que la filiale de McDonald's, en charge de collecter les redevances pour toute l'Europe, n'avait payé, entendez bien, aucun impôt sur les bénéfices, ni au Luxembourg, ni aux États-Unis. En décembre 2016, moins d'1 an après l'ouverture de l'enquête de la Commission européenne et après le référendum en faveur de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, McDonald's annonce déménager sa résidence fiscale du Luxembourg vers le Royaume-Uni. Vous me direz, c'est un retour aux sources pour McDonald's, puisque avant de déménager au Luxembourg et en Suisse en 2009, McDonald's avait sa base fiscale au Royaume-Uni. On admettra qu'en termes de délinquance financière et de mauvaise odeur de hamburger, ces gens-là n'ont pas de frontières. Ce déménagement intervient en outre quelques mois après que le Luxembourg a annoncé vouloir réviser la convention fiscale conclue avec les États-Unis sur laquelle McDonald's s'est fondé pour parvenir à une double non-imposition de ses bénéfices. Depuis 2013, McDonald's, c'est également la seule entreprise à avoir été auditionnée 3 fois par les commissions d'enquête du Parlement européen sur l'évasion fiscale. Le groupe est d'ailleurs cité dans le rapport de la commission Taxe 3, adopté par nos collègues députés européens le 26 mars dernier. McDonald's est donc un voleur qui se cache. Pendant ce temps, il se fait aussi de l'argent en louant des surfaces immobilières. On connaît son slogan « Venez comme vous êtes ». Vous pourrez ajouter « Surtout pas si vous êtes syndicaliste ». Il se cache en effet derrière des franchises pour mieux démolir les droits des salariés, comme les salariés
du McDonald's de Saint-Barthélemy, il y en a beaucoup d'autres, dans les quartiers nord de Marseille. À certains moments, cela peut amener, y compris du risque de drame humain. Je rappelle que l'un d'entre eux, Kamel, a tenté en 2018 de s'immoler par le feu pour dénoncer les mauvaises manières de McDonald's. Je pense que vous avez vu comme moi le film En guerre, où Vincent Lindon joue un syndicaliste qui, malheureusement, à la fin s'immole par le feu. Ce n'est pas été le cas de Kamel, il l'a juste tenté. Mais ces scènes sont réelles dans notre pays et illustrent la violence des multinationales, et ce n'est pas que dans nos écrans de télévision. Aujourd'hui, 6 ans plus tard, McDonald's n'est toujours pas réellement inquiété en France et pourrait tout à fait conclure une convention judiciaire d'intérêt public afin d'éviter un procès, car il en a largement les moyens financiers. Ces conventions d'intérêt judiciaire d'intérêt public, ainsi que les systèmes de plaider coupable, sont une vraie plaie dans notre système judiciaire et fiscal. Elles encouragent en effet l'État à passer l'éponge en échange d'une aumône à payer pour les multinationales. Il y a eu le cas, il y a quelques années, d'une banque célèbre, HSBC, qui avait payé une amende très inférieure à ce qu'elle devait en termes de fraude fiscale. Mais c'est également l'exemple d'UBS. Selon le journal Les Échos, la banque avait refusé une convention judiciaire d'intérêt public dont le montant réclamé par le parquet national financier n'était pourtant que de 2 milliards d'euros, au motif que la somme réclamée était trop élevée. Pour une fois, ça leur a coûté plus cher, puisqu'ils viennent d'être condamnés par un tribunal à une amende record de 4,5 milliards d'euros, plus de 2 fois plus. On voit donc qu'il faut sévir et cesser de transiger avec des délinquants. Le résultat est là. Vous avez certes multiplié les textes, notamment avec la loi fraude ou encore la taxe GAFA, mais disons-le très nettement, par rapport à tout ce que je viens de décrire, ce n'est pas à la hauteur. Pourtant, nous avions fait des propositions lors du PLF, le projet de loi de finances, et de votre loi sur la taxe GAFA. Vous avez ainsi de nouveau refusé un amendement qui proposait de taxer le bénéfice réellement réalisé en France en obligeant les entreprises à déclarer les bénéfices de leurs filiales pays par pays. Ce qui aurait été, on en conviendra, il suffit de rappeler le cas McDonald's que je viens d'énumérer, évidemment beaucoup plus efficace que les mesures que vous avez prises. Cet amendement, proposé et voté depuis plusieurs années au Sénat, avait été adopté sans aucune voix contre et était donc largement transpartisan. Mais là encore, je le regrette, votre gouvernement a refusé d'écouter. Vous avez multiplié ainsi des textes législatifs inefficaces. Vous avez tenté d'abattre des cartes inutiles contre ces pratiques de voyous. Parce qu'il y a une chose, au fond, peut-être que vous n'avez pas compris ou que vous ne voulez pas voir, c'est que contre les multinationales, on peut relancer les dés autant de fois que l'on veut. On ne gagne jamais la partie si on ne change pas les règles du jeu dont ils abusent. Face à des multinationales qui ont à leur service les meilleurs spécialistes, le manque criant de moyens humains alloués à la lutte contre l'évasion fiscale par l'État pousse la justice à cette solution de facilité, je parle là des conventions judiciaires, qui ne répond en rien à la demande de justice fiscale de nos concitoyens. Il faut donc recruter massivement dans les services du contrôle fiscal, au parquet national financier et dans les tribunaux financiers pour traquer ces délinquants. Le rapport montre, de ce point de vue-là, une baisse massive et constante des moyens alloués à la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Entre 2009 et 2016, je le rappelle, la Direction générale des finances publiques a vu ses effectifs baisser de 17%, soit 2000 agents de moins chaque année. Le gouvernement devrait accélérer encore, malheureusement, cette ponction dans le cadre de la future réforme de la fonction publique. Alors, certes, le chef de l'État a laissé penser qu'il renonçait à atteindre les 120 000 fonctionnaires en moins, dont 55 000 dans la fonction publique d'État. Mais outre le fait que c'est une éventualité, on sait par contre que l'idée d'un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite n'étant pas remplacé reste plus que jamais, malheureusement, d'actualité. Le parquet national financier est, lui, tellement engorgé que la durée moyenne d'une enquête est comprise aujourd'hui entre 6 et 8 ans. Mais en plus des postes manquants, il faut absolument renforcer l'arsenal répressif contre ces délinquants. Nous avons pour cela plusieurs propositions. Il faut établir une liste crédible, exhaustive des paradis fiscaux. Le Parlement européen a adopté un rapport reconnaissant l'Irlande, Malte, Chypre, les Pays-Bas et la Belgique comme des paradis fiscaux. Il faut les sanctionner en conséquence. Il faut supprimer les dispositifs de négociation à l'amiable que sont la convention judiciaire d'intérêt public et le plaider coupable. J'en ai parlé tout à l'heure. Il faut construire une base de données commune
aux différents services qui luttent contre la délinquance financière et protéger les lanceurs d'alerte. Il faut aussi certainement aller vers un impôt universel ou au moins différentiel pour que les gens qui partent à l'étranger pour ne pas payer l'impôt qu'ils doivent à la communauté nationale et donc font de l'évasion, de l'optimisation fiscale, payent ainsi la différence qu'ils paieraient s'ils étaient restés en France. Il faut aussi réformer, revoir, sortir des traités actuels européens qui sont un cadeau pour le doping fiscal et qui, finalement, entraînent un moins-disant fiscal toujours plus important sur lequel, je l'ai montré tout à l'heure, jouent des entreprises comme McDonald's. Au fond, contre des multinationales qui nous volent tous les jours, Madame le ministre, Monsieur le ministre, il faut leur dire « pas aujourd'hui, not today, plus jamais ». Ils sont en guerre contre l'intérêt général, ne leur laissons pas le trône de fer sur lequel ils sont installés. Mettons fin à l'impunité des voleurs en bande organisée. C'est une question de justice fiscale, de dignité et de justice rendue à ceux qui luttent contre ces géants, mais aussi de moyens alloués à ce qui est évidemment plus que jamais nécessaire. Je parle notamment de la transition écologique et qui partent ainsi en fumée pour le bénéfice de quelques-uns. Merci. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Paul Dufrègne de la Gauche démocrate et républicaine. Madame la présidente, madame, monsieur le ministre, mes chers collègues, tout d'abord, permettez-moi de remercier nos collègues d'avoir mis le traitement de la délinquance financière à l'ordre du jour de notre Assemblée. Le rapport qui a été réalisé par le Comité d'évaluation et de contrôle nous éclaire sur l'immense chantier auquel nous sommes confrontés dans ce domaine et dresse des pistes que nous estimons intéressantes. Oui, ce rapport est éclairant au moment où l'on apprend que l'ancien ministre du Budget, Cahuzac, condamné à 2 ans de prison ferme pour fraude fiscale, a vu sa demande d'aménagement de peine aboutir il y a quelques jours. Il ne passera finalement pas par la case prison. Au regard des faits en question et de la condamnation prononcée, nous pensions enfin voir un fraudeur fiscal notoire, au demeurant ex-ministre, ayant menti à la représentation nationale et à l'ensemble de nos concitoyens derrière les barreaux. Eh bien non, ce ne sera pas cette fois-ci. Que l'on veuille ou non dans notre pays, force est de constater que la délinquance économique et financière n'est pas encore traitée à la hauteur des dégâts qu'elle cause à l'ensemble de la société. D'une société à l'autre, les différences peuvent être notables. M. Cahuzac n'a pas eu le même traitement que celui réservé à M. Carlos Ghosn au Japon. Au-delà de cet exemple, la France n'est pas totalement à la hauteur. Certes, ces dernières années, la multiplication des scandales a permis et accéléré les évolutions législatives. Pour autant, ces affaires n'ont dévoilé que la partie émergée de l'iceberg. La délinquance économique continue de se dérouler sous nos yeux, comme en témoignent les chiffres astronomiques de la fraude et de l'évasion fiscale. Et l'on se refuse toujours à prendre des mesures d'ampleur, comme si, au final, frauder le fisc, tricher sur des opérations boursières ou piquer dans la caisse n'était pas si grave. Pas si grave car, au final, le mal causé serait diffus, sans victime physique directe, comme c'est le cas pour un cambriolage ou une agression physique. Cette forme de tolérance, ce 2 poids 2 mesures, n'est plus acceptable. Il n'est plus accepté par nos concitoyens, eux, qui ont placé la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, mais au-delà, le traitement exemplaire de toute forme de délinquance économique au premier rang de leurs priorités politiques. Nous devons donc engager un travail de fond qui peut être partisan, débouchant sur une loi cadre de lutte contre la délinquance économique et financière. Définissons un haut niveau de normes inspiré des pratiques étrangères les plus avancées, afin de rattraper notre retard et de mettre notre pays à la pointe. Comme le rappelle chaque année l'ONG Transparence Internationale, la France reste loin derrière les pays scandinaves en matière de lutte contre la corruption. Nous ne sommes que 21e dans ce domaine. Il nous reste donc beaucoup de chemin à faire. Pour franchir un palier, quoi que l'on en dise, il faut mettre les moyens humains et financiers. Le rapport le rappelle à plusieurs reprises. Des moyens au contrôle fiscal, aux douanes. Leurs effectifs ont fondu depuis plus de 15 ans, réduisant notre force. Pourtant, ces postes rapportent plus qu'ils ne coûtent. Inversons la courbe et investissons. Sur le plan judiciaire, les moyens du parquet national financier
doivent être démultipliés. Ce parquet, devenu un acteur incontournable, est aujourd'hui menacé d'engorgement, victime de son succès. Investissons également. Pour compléter ce qui vient d'être dit, on peut regarder le rapport de la Commission européenne pour l'efficacité et de la justice, le rapport de 2018, qui pointe réellement les lacunes du système judiciaire français. En France, on compte 3 procureurs pour 100 000 habitants, alors que la moyenne européenne s'élève à 11,2 procureurs pour 100 000 habitants. C'est une des difficultés du système. De même, sur le statut des lanceurs d'alerte, ça a été dit, les manquements que nous avions identifiés à l'époque de la loi Sapin II se sont vérifiés, notamment le canal interne de l'alerte, insuffisamment protecteur pour être efficace. Or, les lanceurs d'alerte prennent des risques majeurs. Ils doivent aujourd'hui être davantage protégés, accompagnés, notamment sur le plan financier, pour qu'ils puissent continuer à vivre correctement. De toute évidence, la lutte contre la délinquance économique doit être une lutte de tous les instants. Bien souvent, cette délinquance illustre ce capitalisme financiarisé sans état d'âme qui fait fi de l'intérêt général. Le peuple doit reprendre la main. Nous proposons que la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale devienne la grande cause nationale pour 2020. Nous en appelons à la mobilisation de l'ensemble des acteurs, État, collectivités, entreprises, syndicats, ONG, pour la délinquance économique au cœur du débat public dans notre pays. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur El Guerrab du groupe Liberté et Territoires. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Comme le disait Frédéric Ozanam en 1836, souvent la fraude se fait précéder d'un fantôme de loyauté. En d'autres termes, la fraude est avant tout une faute morale. Les chiffres restent édifiants. Ainsi, en 2018, près de 409 000 infractions et escroqueries économiques et financières en tout genre ont été enregistrées, selon l'excellent rapport de nos collègues Hugo Bernalicis et Jacques Maire, que je salue pour leur travail d'une grande qualité. Ce travail fait honneur à notre Parlement, car là encore, il met des mots sur ce qui semble n'être, pour beaucoup, que quelque chose d'abstrait et de lointain. Ces dernières années, cette délinquance multifacette n'a cessé de progresser, tant en termes de complexité des schémas montés, ce qui rend complexe ce travail de chiffrage, que de poids pour les finances publiques. Ainsi, il n'existe pas de chiffrage ferme, précis, global, même si tous les experts s'accordent à dire que les pertes liées à la seule fraude fiscale, qui représente seulement une catégorie de cette délinquance, s'élèveraient entre 80 et 100 milliards d'euros par an. Ce manque à gagner représente près de 6% des dépenses publiques de notre pays. Cette somme permettrait la construction de plus de 20 000 écoles ou plus de 300 hôpitaux. Ce n'est pas faire preuve de démagogie que de dire cela. Il s'agit là du rapport entre la délinquance économique et financière et ce qu'elle représenterait dans notre budget. Cette somme est considérable. De surcroît, si l'on compare, pour prendre un exemple qui me touche particulièrement, au budget de l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger, ponctionner 33 millions d'euros sur 380 millions de dotations, comme cela a été fait en 2017, au risque de mettre en péril le modèle de nos écoles françaises dans le monde, vous en conviendrez, Madame la Ministre, si l'on compare ces 33 millions d'euros aux 100 milliards d'euros qui s'évanouissent dans la nature chaque année, c'est bien peu. 100 milliards d'euros par an, c'est, là aussi, l'objectif mondial résultant de l'accord de Paris concernant la lutte contre le changement climatique. Par conséquent, pour tout citoyen, mais encore davantage pour les Français du monde, lutter contre la fraude fiscale est un impératif non seulement économique et social, mais aussi politique. En effet, au nom de quoi certains pourraient-ils se soustraire à leurs obligations envers la nation et finalement envers la République elle-même? Cette délinquance... Pour le groupe de la France Insoumise, et nous l'avons très bien noté dans le rapport, l'enjeu que représente l'efficacité de la lutte contre la délinquance financière est un enjeu majeur. C'est un défi financier de premier plan, mais c'est surtout un enjeu d'égalité devant la loi et de cohésion sociale. L'inefficacité de l'action de l'État renvoie l'image d'une complaisance à l'égard d'une certaine forme de criminalité, notamment en col blanc, mais qui nuit largement à la légitimité de l'ensemble du système fiscal français pour la majorité des contribuables. Comme le souligne le rapport,
Entre 2009 et 2016, les effectifs de la Direction générale des finances publiques ont baissé de 17%, soit une baisse de 2000 agents par an, et les 18 magistrats du parquet national financier, censés instruire chacun 8 affaires de grande complexité, se retrouvent en réalité à en gérer 32, soit 4 fois plus que prévu initialement. On peut pointer également le fait que PNF, Parquet national financier ou les GIRS, les juridictions régionales spécialisées, bien que leur activité est particulièrement visible, ils ne représentent qu'un nombre très réduit de magistrats, en particulier de parquetiers, et ne représentent qu'une centaine de dossiers par an sur l'ensemble du territoire français. On oublie donc la masse des dossiers de la délinquance financière, et le rapport le montre bien, c'est que ces deux structures, PNF et GIRS, sont un peu l'arbre qui cache la forêt. Certaines sont relativement simples à mettre en place, comme le renforcement des effectifs de services de police financière spécialisés ou du parquet national financier, auxquels nous adhérons sans limite. Il est donc vital d'organiser le renforcement des services existants tout en favorisant leurs échanges. Par ailleurs, au niveau supranational, il est également nécessaire de passer à la vitesse supérieure et d'envisager une procédure européenne en matière de contrôle. La multiplication ces dernières années des révélations sur les pratiques de fraude fiscale impliquant des personnalités et des entreprises connues a eu pour effet d'exacerber parmi les citoyens un sentiment d'incompréhension et de refus. Un refus de l'injustice fiscale qu'une telle situation entraîne. Les attentes fortes de nos concitoyens appellent une réponse forte. Elle est aussi du devoir des pouvoirs publics et du gouvernement. Je vous en remercie. Merci. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Lise Magnier du groupe UDI, Agir et Indépendants. Merci Madame la Présidente, Madame la Garde des Sceaux, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Le débat de ce jour porte sur le rapport d'information évaluant la lutte contre la délinquance financière, sujet qui fait écho aux questions d'actualité, de justice fiscale et sociale, et donc une lutte plus efficace contre toute forme de fraude et de délinquance financière. Le constat est clair. La délinquance financière est un phénomène d'ampleur dont le combat s'intensifie et se complexifie depuis l'éclatement de scandales financiers de ces dernières années. Le dévoilement aux yeux de tous de l'impunité des délinquants en col blanc a fait ressurgir au sein de notre société française un besoin d'égalité devant la justice dont s'est saisi le législateur depuis 2013. Le bilan dressé par ce rapport n'est guère encourageant. Les efforts accomplis et les moyens alloués peinent à faire face à une délinquance hétérogène, multifacette et qui connaît une inquiétante progression. Le nombre d'escroqueries et d'infractions économiques et financières en 2018 est alarmant, reflétant une multiplication galopante des actes d'escroquerie, d'abus de confiance, de fraude à la TVA et fiscale. En effet, les actes d'escroquerie et d'abus de confiance ont augmenté en 5 ans de 24%, avec une part importante des fraudes aux moyens de paiement. La croissance constante de ces infractions touche de plus en plus de victimes. Toutefois, seulement une arnaque sur 7 est déclarée et trop souvent les victimes ne vont pas porter plainte du fait du faible montant volé. Ainsi, les escroqueries sur Internet sont le terrain de jeu idéal des escrocs qui développent leur capacité d'adaptation et d'ingéniosité dans l'utilisation des nouvelles technologies. La proposition formulée par les rapporteurs d'un possible dépôt de plainte en ligne dans le cas de ces escroqueries commises sur Internet nous semble aller dans le bon sens et permettra sans doute un meilleur recensement des victimes. Mais cette difficulté de l'identification des victimes d'escroqueries provient d'un problème plus profond, relatif à la définition même des infractions relevant de la délinquance financière. Celle-ci semble trop imprécise pour permettre d'avoir une vision claire du phénomène. Le rapport démontre d'ailleurs que l'État n'est pas en mesure de donner des chiffres et un recensement précis du nombre d'infractions commises. La mise en œuvre d'une politique interministérielle avec la création d'un dispositif partagé de mesures et de suivi statistique semble être une solution nécessaire qu'il conviendra d'engager sur plusieurs années et qui devra permettre de remédier au manque de coordination soulevé entre les différents ministères concernés. De surcroît, la détection des infractions de délinquance financière relève majoritairement d'une participation inégale des acteurs privés. Certes, les déclarations de soupçons se développent, notamment avec l'aide des établissements de crédit et des compagnies d'assurance, mais Tracfin
souligne que ces dernières n'ont toujours pas une qualité suffisante permettant de déceler les infractions de manière efficace. Comme souvent, une harmonisation et une simplification des procédures de déclaration pour l'ensemble des professions permettrait d'élargir le spectre des contrôles des autorités publiques indépendantes et, in fine, d'améliorer la recherche des infractions. Par ailleurs, messieurs les rapporteurs, vous soulevez le manque de moyens alloués à la lutte contre la délinquance financière. Il paraît louable, de votre part, de proposer une augmentation des effectifs au sein de la police spécialisée et de certaines juridictions, comme le parquet national financier. Comme cela a été dit, depuis 2013, le nombre de dossiers devant le parquet national financier ne cesse d'augmenter, avec 508 procédures en cours. Chaque magistrat doit traiter 32 dossiers, alors que l'étude d'impact initiale n'en prévoyait que 8. D'autres services nationaux sont eux-mêmes concernés par ce manque d'effectifs, comme la DGFiP. Et ce manque de moyens et d'effectifs se conjugue avec des problèmes de complexification majeure de différentes strates de services créés par le législateur et la lenteur excessive de la justice. Les services de police économique et financière font face à une crise de vocation, et l'on peut comprendre la perte de motivation devant une surcharge de travail et un manque de coordination. De plus, les procédures se rallongent pour atteindre des délais de jugement moyens de 6 ans. Les principes de célérité de la justice et du délai raisonnable ne semblent pas respectés alors que la délinquance financière justifie d'aller le plus vite possible. Notre pays reste confronté à une lourdeur procédurale irrésolue. En conclusion, ce sujet mérite aujourd'hui toute notre attention et j'espère que ce rapport pourra déboucher sur une nette amélioration de la lutte contre la délinquance financière qui doit mobiliser des moyens conséquents en termes de volonté et d'action politique. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Sarah El Haïry pour le groupe Mouvement démocrate et apparentés. Madame la présidente, Madame la ministre, Monsieur le ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, je débuterai mes propos par des remerciements au groupe La France Insoumise, qui est à l'origine de ce rapport et de cette séance de contrôle, ainsi qu'aux deux rapporteurs, Ugo Bernalicis et Jacques Maire, pour ce rapport particulièrement complet, très instructif et nécessairement et particulièrement d'actualité. Je vais présenter les propos en 2 temps. D'abord, dans un premier temps, je souhaite faire un zoom sur un type de délinquance financière, la délinquance et la lutte nécessaire contre la fraude de la TVA. Et puis, dans un second temps, je reviendrai sur des propositions plus larges, la nécessité de faire évoluer nos institutions, la nécessité d'avoir une définition ou encore la nécessité que cette lutte soit aussi une lutte européenne et la nécessité d'aller plus loin sur la liste des pays non coopératifs. Pour revenir au début et à mes propos, la lutte contre la délinquance financière et plus largement contre la fraude sont régulièrement au centre de nos débats et pourtant, notre regard est régulier, profond et pourtant nous n'agissons pas suffisamment devant cette trahison, ce coup de canif dans notre pacte républicain qui met à mal l'équité fiscale, qui est le point d'équilibre de notre modèle social. La délinquance financière a connu une croissance de 24% entre 2012 et 2016. En 4 ans, 24%, mes chers collègues. Le manque à gagner des recettes liées à la TVA en particulier a été évalué par la Commission européenne à 147 milliards d'euros pour l'année 2016. Cette fraude ne doit pas pouvoir continuer à prospérer de manière aussi simple et en tout cas impunément. Pour lutter contre ce fléau, nous avons à l'automne dernier renforcé notre arsenal législatif. C'est une première étape. Un ensemble de mesures qui ont été votées, des mesures qui permettront de lutter plus efficacement contre cette fraude fiscale et contre la délinquance financière. Mais il ne faut pas oublier que la lutte contre la fraude ne doit pas être uniquement la question d'un ministère. Il est bien nécessaire d'avoir une coordination nationale et à minima européenne, voire internationale, et puissante. Car la fraude, et j'allais dire les fraudeurs ne connaissent pas de frontières. On l'a vu dans les différents propos de nos collègues.
y a une certaine hypocrisie au regard des Les deux derniers arrangements orateurs sont qui se sont faciles, les exprimés. frontières se En dépassent. effet, au En lieu de déduire qu'il ne faut pointer rien faire au niveau les choix national dans mes politiques qui propos ont été serait faits une par erreur. leurs partis C'est d'ailleurs politiques également le respectifs, sens de la loi de relative à la lutte restriction contre du la nombre de fraude, qui fonctionnaires, prend des mesures de baisse du nationales budget tout en continuant RH à lutter pour une dans le coordination cadre du ministère de européenne la à minima Justice. et Il internationale pointe à l'idéal. systématiquement le caractère L'action de l'Union hétérogène européenne doit, à de cet cette égard, délinquance être saluée. financière. La question de En la gros, lutte contre pour la eux, fraude est la au cœur faute des politiques est européennes à depuis cette plusieurs années, délinquance qui même est si elle est bien difficilement perfectible. quantifiable et Les non mesures pas prises ces au dernières peu de années moyens permettent qui est de tendre, en voté. tout cas d'essayer de tendre vers plus de justice fiscale. La liste européenne des paradis fiscaux permet ainsi de sanctionner les pays qui refusent de remédier, et pourtant, elle n'est pas parfaite, on le sait. Il y a des manques sur cette liste. Il suffit de regarder sa composition. C'est aussi le sens dans les avancées, le sens de la directive européenne du 20 décembre 2018 qui permettent l'expérimentation du mécanisme d'autoliquidation généralisée pour les livraisons de biens et prestations de services qui doit venir lutter contre, en fait, typiquement la fraude à la TVA dite carrousel. Un autre enjeu porte sur les moyens des services de l'État et de la justice pour la lutte contre la délinquance financière et qui évolue très rapidement tant dans ces outils qu'en termes informatiques. Et là, c'est l'illustration, la simple illustration, c'est les ramifications internationales. On le voit, les délais législatifs font que l'on a souvent 1, 2, voire 3 trains de retard sur les délinquants. Pour cela, il faut également se doter des outils nécessaires pour quantifier, voire mesurer ce type de fraude, par définition difficilement mesurable. Si l'exhaustivité d'une telle mesure n'est pas possible, nous disposons certainement, Madame et Monsieur le Ministre, d'une marge de progression très importante sur le sujet. Alors que l'évaluation est désormais au cœur de notre action, de l'action publique, l'imprécision de la définition de la délinquance financière est nuisible et se traduit notamment par des carences statistiques qui font obstacle à l'appréciation du phénomène et par conséquence à l'adoption d'une politique plus appropriée. La délinquance financière, pour conclure, se caractérise par un contentieux massif en nombre, rendant nécessaire une adéquation des moyens de notre justice pour traiter les dossiers dans un délai plus rapide, plus raisonnable. La loi de programmation et de réforme de la justice doit permettre de corriger ces déficits. Enfin, dans la droite ligne du travail initié lors de la loi relative à la lutte contre la fraude et aux nouvelles sanctions prévues pour les intermédiaires, le régime de sanctions doit être adapté et renforcé en prenant en compte les évolutions et les méthodes de fraude. Et puis dans la période actuelle où les Français sont en train de faire leur déclaration d'impôt sur le revenu, on voit se multiplier un nombre de mails de fraude qui poussent à l'escroquerie inqualifiable. Donc je profite de cette tribune également pour dire attention et déclarons, ayons le réflexe de déclarer quand on voit des mails suspects, parce que c'est aussi au quotidien qu'on réussira à lutter. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Régis Juanico pour le groupe apparenté au groupe socialiste et apparenté. Bien, merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame et Monsieur les ministres, mes chers collègues, je tenais tout d'abord à remercier les co-rapporteurs, Ugo Bernalicis et Jacques Maire, pour leur travail précieux sur cette question de la délinquance financière et le rapport excellent que nous avons déjà discuté lors d'une réunion du comité d'évaluation et de contrôle il y a quelques semaines. Votre rapport permet d'apporter un certain nombre de clarifications qui me semblent utiles pour combattre les idées reçues en matière de délinquance financière, notamment fiscale. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ce que l'on appelle la fraude sociale s'élevait en 2017 à 1,29 milliard d'euros, quand un certain nombre de syndicats des finances publiques estimaient que la fraude fiscale représentait en 2018 environ 100 milliards d'euros, un montant en hausse de 20 milliards d'euros depuis 2013. Par ailleurs, selon un rapport de septembre 2018 de la Commission européenne, la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, TVA, s'élevait à environ 20 milliards d'euros. Ces chiffres sont intéressants à plusieurs titres. Pour le président de la République, qui, au lieu de critiquer avec mépris le pognon de dingue consacré aux minima sociaux, devrait plutôt s'attaquer aux fraudeurs fiscaux, car c'est là que se trouve le manque à gagner, mais aussi pour le ministre des Comptes publics, car avec un déficit estimé de 37 milliards d'euros en février 2019, et en s'attaquant vraiment à l'évasion fiscale et aux stratégies d'évitement des impôts, nos finances publiques seraient en bien meilleure santé, mais aussi avec plus de marge de manœuvre pour redistribuer. Force est de constater que sur cette question de la délinquance fiscale, le volontarisme politique fait défaut depuis le début de ce quinquennat. Tout d'abord, sur la question des moyens alloués aux administrations pour endiguer ce phénomène sur fond de suppression de 120 000 postes de fonctionnaires d'ici 2022, Monsieur le Ministre.
Comme vous le soulignez dans votre rapport, messieurs Maire et Bernalicis, entre 2009 et 2016, les effectifs de la Direction générale des finances publiques ont déjà baissé de 17%, soit 2000 agents par an, et cette baisse se poursuit méthodiquement. Est-ce tenable, comme dirait le président de la République? En poursuivant cette logique de réduction des effectifs publics de l'administration fiscale, l'efficacité de la lutte contre la fraude fiscale s'en trouve affaiblie. Pour rendre plus concret l'impact de ce manque de moyens, il suffit de prendre l'exemple du parquet national financier explicité dans le rapport. En effet, les 18 magistrats qui le composent sont censés instruire chacun 8 affaires de grande complexité. Ils se retrouvent en réalité à en gérer 32, soit 4 fois plus que prévu initialement. Pourtant, depuis sa création en 2014, il a en effet permis, ce parquet national financier, au Trésor public d'encaisser plus de 2 milliards d'euros. On peut donc imaginer qu'avec davantage de moyens, les sommes récoltées seraient plus importantes. Votre rapport contient aussi un certain nombre de propositions visant à mieux organiser l'administration. Permettez-moi juste d'avoir un léger doute sur les chances de faire aboutir vos propositions numéro 6, visant à augmenter les effectifs de police spécialisée, et numéro 18, augmenter et diversifier les effectifs du parquet national financier, je viens de l'évoquer, dans un contexte de baisse massive des effectifs de fonctionnaires. Au-delà de la question des moyens, je souhaitais aussi aborder un deuxième sujet, celui des lanceurs d'alerte. Sur ce sujet, la proposition 8 exprime à juste titre la volonté de rétablir le principe d'un secours financier au profit des lanceurs d'alerte en difficulté, complété par la possibilité d'un accès facilité à l'emploi public. Là aussi, il m'apparaît nécessaire de questionner la cohérence politique de l'exécutif. Alors que 28 États membres de l'Union européenne viennent de se mettre d'accord sur la première directive mettant en place un cadre juridique pour défendre les lanceurs d'alerte des représailles de leur employeur, le gouvernement français a tenté de la vider de sa substance, notamment en tentant d'obliger le lanceur d'alerte à informer en interne son organisation, faute de quoi toute protection lui serait par la suite refusée. L'hypocrisie du gouvernement se résume à disposer de la fameuse loi Sapin 2, refusant d'indemniser les lanceurs d'alerte, mais à mettre en place en parallèle un dispositif rémunérant les aviseurs fiscaux, tel qu'il vient d'être entériné par la récente loi de lutte contre la fraude fiscale. Autrement dit, les lanceurs d'alerte du fisc sont désormais appelés aviseurs fiscaux et ils ne sont pas rémunérés mais indemnisés. Personne ne sait combien coûtent et rapportent exactement ces lanceurs d'alerte du fisc. Pour cause, l'administration se refuse curieusement à communiquer tout chiffre. Nous échangeons, Madame et Monsieur les ministres, cet après-midi dans le cadre d'une séance de contrôle du gouvernement et pour la parfaite information du Parlement, peut-être que le gouvernement pourrait, à cette occasion, nous fournir des informations précises. Autrement dit, aujourd'hui, les recettes qui augmentent sans cesse pour l'État diminuent pour ceux qui permettent de les recouvrer et qui prennent tous les risques. Et donc je conclus en disant que là, on comprend qu'à rebours de l'objectif affiché de protection des lanceurs d'alerte, le gouvernement n'encourage pas forcément ces comportements citoyens. Je le répète, avec des moyens ambitieux pour lutter contre la fraude fiscale, cela permettrait d'assainir nos finances publiques, mais aussi d'envoyer un signal positif en termes de solidarité nationale et de cohésion sociale. Et pour cela, le gouvernement doit faire preuve de bon sens et cesser de faire preuve d'hypocrisie, allouer des moyens suffisants à l'administration et offrir une réelle protection aux lanceurs d'alerte. Merci beaucoup. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Émilie Cariou pour La République En Marche. Merci, madame la présidente. Madame le ministre, monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à saluer le travail réalisé par nos collègues Jacques Maire et Ugo Bernalicis, rapporteurs pour le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l'évaluation de la lutte contre la délinquance financière. Alors, je veux évoquer ici quelques grands points traduisant notre soutien global à ce travail d'évaluation. En premier point, donc, je salue ce travail infiniment méticuleux, puisque leur rapport a dressé le constat des actions des différents services affectés à la lutte contre toutes les formes de délinquance financière, dans toute sa diversité, de l'escroquerie au faux en écriture, de la fraude fiscale et son blanchiment au mécanisme d'hameçonnage. Car la délinquance financière n'est pas unique. La criminalité en col blanc est variée, elle est de plus en plus complexifiée, avec des flux financiers qui sont délocalisés très facilement hors de nos frontières. La lutte contre la fraude financière dépasse nos clivages politiques. Pourquoi ? Parce que la délinquance financière cause des ravages considérables.
parce que ce fléau sape la confiance de nos concitoyens en notre système financier et peut provoquer des drames humains. La délinquance financière porte également atteinte à notre pacte social. Elle ronge nos ressources publiques. Elle fausse la concurrence à travers la fraude fiscale et douanière. Le rapport de nos collègues nous expose donc cette grande diversité et toutes les actions qui sont menées par le législateur, les services administratifs, la justice, pour prévenir cette fraude et la contrer. Ce travail dresse ensuite une liste de 25 recommandations, lesquelles vont pouvoir utilement alimenter et stimuler notre action publique ces prochains mois. En deuxième point, je salue leur travail car il permet un point d'étape sur ce qu'a fait notre majorité sur le sujet. Depuis le début de notre mandat, notre groupe parlementaire avec la majorité, aux côtés du gouvernement et du président de la République, a réalisé un effort conséquent pour lutter plus efficacement contre la fraude. Ça a été notamment l'apport de la loi relative à la lutte contre la fraude d'octobre 2018, qui a donné de nouveaux outils contre la fraude fiscale et douanière et qui a levé le séculaire verrou de Bercy. Juste une petite précision par rapport à ce qui vient d'être dit. Le rapport n'a aucune vocation à analyser les dernières évolutions législatives. Le périmètre était bien celui de l'observation de l'organisation du système actuel et des moyens alloués à la lutte contre la délinquance financière. Or, contrairement à ce qui vient d'être dit, le rapport pointe justement de grosses lacunes. Et les choix en termes de moyens sont assez immédiats, puisque ce qui a été voté au cours des 2 derniers PLF, il y a une réduction du nombre de fonctionnaires dédiés à la délinquance financière, et en aucun cas le dispositif législatif ne permet de pallier ces lacunes. Étoffé dans ses compétences pour lutter transversalement contre tous les types de fraude. Je le rappelle, la sacralisation des effectifs des agents du contrôle fiscal doit être effective. Elle devra être renforcée par les outils notamment de big data et d'intelligence artificielle que Bercy met en place et certainement pas remplacés par ces nouvelles technologies. Ensuite, pour y voir plus clair dans l'interministérialité, les rapporteurs du comité d'évaluation demandent des carrières plus lisibles, mieux valorisées, avec plus de prérogatives communes et des protections pour les agents de tous les services publics luttant contre la fraude. Je salue tout particulièrement ce qui a été proposé en ce sens, même si on pourrait y ajouter le développement de socles communs de formation initiale et continue des agents en la matière. Je le redis, l'interministérialité est la clé de la réussite de la lutte contre la fraude. Ce rapport propose de muscler la saisie des biens en matière de délinquance économique également. C'est un réel sujet, Madame et Monsieur le Ministre, et nous ne doutons pas de l'efficacité des services de Bercy pour recouvrer les créances. Il est cependant impératif que tous les ministères aient leurs normes juridiques ainsi tirées vers plus d'efficacité. Il en va de l'efficacité de la justice financière. Pour les biens mal acquis, comme pour l'exécution des amendes ou la saisie de biens, il nous faut des mécanismes qui garantissent que ce qui a été prononcé par la justice soit réellement suivi des faits en France et hors de nos frontières. Ce rapport du comité d'évaluation est donc un stimulateur clair de nos prochains travaux. Le Parlement doit jouer son rôle d'évaluateur aux côtés de toutes les institutions. Et comme le président de la République l'a annoncé, notre Cour des comptes, déjà très engagée dans l'appréhension de la fraude économique, apportera également des diagnostics et des solutions. Je rappelle que la loi prescrit d'ores et déjà des débats parlementaires annuels sur les 2 listes des paradis fiscaux et sur la politique répressive à travers l'action de la Commission des infractions fiscales. En conclusion, je voudrais rendre ici un hommage à tous les agents qui luttent aujourd'hui contre la délinquance financière. Je tiens particulièrement à saluer Mme Éliane Houlette et ses derniers mois à la tête du parquet national financier et le non moins grand juge d'instruction, M. Renaud Van Ruynbeck, également admis à la retraite ces derniers jours. Car avant de promettre de nouveaux moyens de lutte contre la fraude, il nous est aujourd'hui nécessaire de rendre hommage à ceux qui ont beaucoup donné avec toutes leurs équipes pour renforcer la lutte contre la délinquance financière. Merci beaucoup. Merci Madame la députée. La parole est à Madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le ministre, cher Olivier Dussopt, messieurs les rapporteurs, je me félicite du débat qui vient de commencer ce soir, qui est extrêmement riche et tout à fait intéressant, et qui aborde une thématique particulièrement importante pour le gouvernement, pour le ministère de l'Action et des Comptes publics, celui de l'Intérieur également, et pour le ministère de la Justice.
Je voudrais tout d'abord saluer, comme cela a été fait à de nombreuses reprises, le travail qui a été accompli par les deux rapporteurs, M. Bernalicis et M. Maire, parce que je crois qu'ils ont, dans ce rapport d'information sur la lutte contre la délinquance financière, ils ont dressé un bilan complet de l'action des pouvoirs publics et formulé 25 propositions en vue d'améliorer cette lutte contre la délinquance financière, propositions qui me semblent très riches, au moins pour un certain nombre d'entre elles. La délinquance financière prend, vous le savez tous, plusieurs visages. Elle se traduit tout d'abord, et vous l'avez signalé, par une délinquance du quotidien, celle de la fraude aux moyens de paiement, qui est d'ailleurs souvent doublée d'usurpation d'identité. Elle se traduit également par une très grande délinquance financière dont les ramifications sont souvent très complexes à démanteler. Elle se traduit aussi par une délinquance qui met en cause des décideurs publics. Je pense au détournement de fonds publics, aux faits de corruption et d'autres atteintes à la probité publique qui apparaissent intolérables aux Français et qui fragilisent notre système démocratique. La fraude fiscale, enfin, offre un autre visage de cette délinquance. Elle nourrit un puissant sentiment d'injustice fiscale, nous l'avons bien vu lors du grand débat national, et cette réalité de l'évasion fiscale ou bien d'une optimisation fiscale excessive ruine l'adhésion à l'impôt. L'ensemble de ces actes est aujourd'hui perçu de manière très négative. La délinquance financière est en effet un fléau qui mine le pacte social. Vous parliez, M. Bernalicis, de cohésion sociale, je crois que vous avez raison, et nos concitoyens ont sur ce sujet des attentes extrêmement fortes à l'égard des services de l'État ou de l'autorité judiciaire. La lutte contre cette délinquance en col blanc fait partie des priorités du ministère de la Justice. La transparence de la vie publique et la confiance dans la vie politique ont été rénovées, vous le savez, par deux grandes lois en 2013 et en 2017 qui ont dessiné le cadre dans lequel s'inscrit notre action. Le ministère de la Justice y est pleinement engagé. La lutte contre les manquements à la probité constituait l'un des 4 grands axes d'action prioritaires retenus dans la circulaire générale de politique pénale que j'ai adressée aux procureurs le 21 mars 2018, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République. C'est donc une politique pénale très volontaire de ce point de vue que j'entends mener, au moyen d'un dispositif fortement rénové depuis 2013, avec pour mot d'ordre la spécialisation des acteurs, l'accroissement des sanctions et l'élargissement des possibilités d'incriminer et de poursuivre. En 2013, notre pays s'est doté d'une haute autorité pour la transparence de la vie publique. Sa création s'est accompagnée de l'instauration d'un dispositif complet, obligations déclaratives de patrimoine et d'intérêts, notamment pour l'ensemble des élus nationaux et des principaux décideurs de l'exécutif, nouvelles infractions sanctionnant les manquements à ces obligations déclaratives, pouvoir d'injonction et droit de communication. Tout cela est pleinement inscrit dans les compétences de la HATVP, qui est désormais un des éléments clés du paysage institutionnel français. Depuis sa création, la HATVP a transmis 73 dossiers à l'autorité judiciaire. Depuis 2013 encore, 2014 exactement, le parquet national financier s'est également imposé dans le paysage national et international comme un acteur majeur de la lutte contre la délinquance économique et financière. Le PNF traite aujourd'hui 507 procédures d'atteinte à la probité et de fraude fiscale complexes, sensibles, qui nécessitent une collaboration avec des services d'enquête spécialisés et outillés, tout autant qu'avec les autorités judiciaires étrangères et les administrations, au premier rang desquelles l'administration fiscale. Les lois du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique ont renforcé les exigences en la matière. Elles ont imposé de nouvelles interdictions aux parlementaires et aux exécutifs en matière d'emplois familiaux. Elles ont instauré une nouvelle peine obligatoire d'inéligibilité pour les atteintes à la probité, peine qui figure au bulletin numéro 2 du casier judiciaire.
La loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la Juste un modernisation point de sur la vie économique CGIP, du 9 pour décembre revenir sur ce que 2016, dite dit loi Eric Sapin II, Coquerel. La a CGIP, sur instauré son une obligation fonctionnement, de mise a en pour vocation place d'aboutir de à un programmes équilibre entre les deux parties, anticorruption donc dans les entre l'État entreprises. et un Elle délinquant. a Il ne renforcé relève les pas d'une incriminations en qualification matière d'atteinte criminelle à la accolée probité à une et condamnation. créé la On va convention pouvoir avoir judiciaire une d'intérêt opposition public, la philosophique sur ce qu'est la CJIP. CGIP avec Ce le gouvernement. dispositif Néanmoins, ce qui est transactionnel intéressant, c'est de en voir matière que, par d'atteinte à la exemple, dans le probité contentieux UBS, la permet au CGIP procureur de la aurait République de été proposer 2 aux fois moins entreprises mises en importante que la cause condamnation de effective. s'acquitter Je d'une vous renvoie amende aux d'intérêt différentes public, lectures mais sur aussi de le se dossier soumettre sous le UBS et la contrôle de l'Agence condamnation française qui a été anticorruption, prononcée créée par cette dernièrement. même loi, à un programme de mise en conformité en matière de prévention de la corruption. La CJIP est un succès. Elle a permis, depuis sa création récente, le paiement d'une somme totale de près de 555 millions d'euros au bénéfice du Trésor public. La CJIP a notamment vocation de permettre une sanction rapide et efficace d'infractions graves en matière de délinquance économique et financière, et elle mérite, je le crois, d'être développée. Monsieur Coquerel n'avait pas ce sentiment tout à l'heure, puisque dans son propos, il disait que la CJIP, ce n'est pas une... il disait que c'était une vraie plaie. Je pense que ce n'est pas une vraie plaie, mais au contraire un vrai gain qui permet d'obtenir à coup sûr le paiement d'une somme importante dans un domaine où l'obtention des preuves est parfois difficile et très complexe à obtenir. Et je crois surtout que la CJIP permet de dissuader pour l'avenir. Je pense donc que ce n'est pas une plaie. La fraude fiscale a également été au cœur de l'action législative et de la politique pénale du gouvernement en vue de lutter contre son développement. Ainsi, 2 grandes lois, celle du 6 décembre 2013 et du 23 octobre 2018, vous y avez fait allusion dans vos différentes interventions, toutes 2 relatives à la fraude, ainsi que 2 importantes circulaires en 2014 et 2019 ont été édictées en la matière, durcissant les peines, favorisant les poursuites, allongeant la prescription et instaurant des liens toujours plus étroits entre l'administration fiscale et l'autorité judiciaire. À la faveur de la récente loi du 23 octobre 2018, nous sommes revenus sur le verrou de Bercy. Les magistrats du ministère public sont désormais systématiquement et obligatoirement mis en mesure d'exercer des poursuites pénales dans les dossiers de fraude fiscale les plus graves. Cette loi a également étendu la CJIP au cas de fraude fiscale. Le président de la République vient d'annoncer dans sa conférence de presse de jeudi dernier qu'une mission serait confiée à la Cour des comptes pour évaluer précisément les sommes qui échappent à l'impôt et pour proposer de nouvelles mesures pour qu'en France, chacun respecte les mêmes règles. Nous pourrons ainsi, je le pense en tout cas, construire ce que vous souhaitiez, messieurs les rapporteurs, les éléments statistiques chiffrés qui sont nécessaires à partir d'une base commune interministérielle d'agrégats qui seront partagés. La mise en œuvre ces dernières années de l'ensemble de ce dispositif de lutte contre la fraude fiscale est, je crois, de nature à améliorer de manière substantielle l'efficacité de la lutte contre la grande délinquance financière et devrait permettre à notre pays de se hisser au niveau de ses engagements internationaux. Les évaluations de la France, qui doivent intervenir dans les 3 prochaines années par les différentes organisations internationales, OCDE, GAFI, témoigneront, je l'espère, des efforts conséquents réalisés en la matière. Il m'apparaît ainsi que la politique menée par le gouvernement, par le ministère de la Justice, mais également par les autres ministères, fait largement écho aux constats et aux principales propositions développées par messieurs les députés dans leur rapport, qui est donc discuté maintenant. Pour autant, je n'ignore pas le défi pour les pouvoirs publics en termes de moyens et d'organisation d'une lutte efficace contre une délinquance qui est toujours en augmentation et qui est constamment évolutive. J'en prends toute la mesure. Vous avez évoqué, les uns et les autres, à plusieurs reprises, la question des effectifs du PNF.
Même si les choses ne sont jamais suffisantes, je voudrais signaler simplement que nous avons une augmentation régulière des effectifs du PNF, puisqu'on est passé de 10 magistrats membres du PNF à 15 en 2015, puis 16 en 2016, pour atteindre 18 aujourd'hui. Il y a par ailleurs 5 assistants spécialisés, experts comptables, etc., et un 6e qui est en cours de recrutement. Les 18 magistrats du PNF ne travaillent pas seuls, mais ils travaillent en lien avec 18 magistrats instructeurs financiers parisiens pour les enquêtes les plus complexes. Voilà la précision exacte que je voulais apporter sur les effectifs du PNF. Mais plus largement, depuis ma prise de fonction, j'encourage par des mesures concrètes un mouvement de spécialisation des magistrats. La récente création, dans la loi de programmation et de réforme de la justice, d'une compétence concurrente pour la juridiction interrégionale spécialisée de Paris, notamment pour la délinquance financière organisée de très grande complexité, participe de ce mouvement de spécialisation. Je partage également la nécessité de la mise en œuvre d'une politique interministérielle de lutte contre la délinquance économique et financière, impliquant tout autant mon ministère que, je le disais tout à l'heure, le ministère de l'Intérieur, celui de l'économie et des comptes publics. Par ailleurs, je suis très attentive à la question des moyens alloués par l'institution judiciaire à la lutte contre la délinquance financière. Un effort significatif, non seulement pour le PNF, mais au-delà, en termes de magistrats, a été mené depuis plusieurs années dans un contexte, vous le savez, de forte tension des ressources humaines. En outre, la création du nouveau service d'enquête judiciaire des finances, intégrant à Bercy une police fiscale spécialisée sous l'autorité d'un magistrat, participe de cette ambition d'une spécialisation des acteurs pour une réponse à la délinquance financière toujours plus efficiente. Enfin, sur cette nouvelle structure, juste un élément qui était pointé notamment dans le cadre du rapport, c'était il faut absolument remédier à l'éparpillement de l'action publique qui est entravé actuellement, donc par un manque structurel de moyens, ça a été relevé par tout le monde, mais surtout par la multitude de dispositifs qui existent. On a vu l'OCLIF, l'OCRGDF, de la justice et des finances, ayant pour objet d'évaluer les moyens humains de police judiciaire qu'il convient d'allouer à la lutte contre la délinquance économique et financière afin de donner sa pleine effectivité à notre arsenal législatif récent. Je ne terminerai pas ce propos sans dire un mot des lanceurs d'alerte, puisque j'ai été interrogée à différentes reprises sur ce sujet. Je voudrais simplement dire que pour le texte qui vient d'être adopté par le Parlement européen le 15 avril dernier, la France a toujours recherché le compromis. Et non, monsieur le député Juanico, non, le gouvernement n'a pas tablé sur une hypocrisie. Le gouvernement, au contraire, a toujours défendu deux objectifs. Le premier, de protéger effectivement ceux qui osent signaler parfois de manière isolée, les violations du droit qui portent une atteinte à l'intérêt général. Et le deuxième objectif était, et c'est important, de parvenir à un texte équilibré qui assure une protection maximale des lanceurs d'alerte en instituant un mécanisme solide juridiquement et proportionné aux différents niveaux de gravité des signalements. Je crois que nous avons réussi en obtenant le vote de ce texte, de cette directive. Nous aurons maintenant 2 années pour la transposer. Ce n'est pas de trop pour retravailler ce sujet. Mesdames et messieurs les députés, monsieur Bernalicis, monsieur Maire, soyez assurés de ma mobilisation, de celle de mes services, de tout le gouvernement sur le sujet de la lutte contre la délinquance financière. Je suis intimement persuadée de la nécessité et de l'intérêt d'un travail interministériel en la matière. Nous allons donc le poursuivre et travailler en nous appuyant désormais sur vos constats et vos propositions. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Nous en venons aux questions. La parole est à Monsieur Bernalicis pour le groupe La France Insoumise. Merci, Madame la Présidente. Je me satisfais de cette discussion, mais en même temps, je ne peux pas complètement s'en satisfaire parce que elle est à l'image de la politique qu'on mène en la matière. C'est-à-dire que beaucoup de volontarisme, beaucoup de mots ambitieux, beaucoup de création de futures commissions, des paroles fortes du président de la République, des ministres, quelque chose de ferme, et rien, enfin si peu. Moi, ma question, elle va être, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, combien de magistrats financiers supplémentaires? Combien de policiers supplémentaires à l'OCLIF? Combien de policiers supplémentaires à la CGRDF?
Combien d'effectifs supplémentaires à l'Agence française anticorruption? Comment renforcer l'agence de contrôle prudentiel et de régulation pour les banques? Combien de personnes en plus à l'autorité des marchés financiers? Combien de personnes en plus sur le contrôle fiscal, à la DGFiP? Parce que, et j'aurais pu le faire, encore une fois, hein, contester les mesures législatives actuelles, dire qu'il faut aller plus loin dans les lois, etc. Et mon collègue Éric Coquerel l'a fait. Mais même à loi constante, essayez au moins de la faire respecter, cette loi, de trouver les moyens pour la faire respecter. Et ça se chiffre en plusieurs milliards d'euros qui sont à récupérer. Bien sûr que c'est en progression, bien sûr que la Grasc fait son travail. Les millions rentrent, on l'a dit, mais c'est les milliards qui doivent rentrer. Pas les millions, les milliards. Parce que même si on recueille, allez, 10% de la fraude fiscale et de la délinquance financière, on pourrait imaginer faire entrer, allez, 12 milliards, évaluation basse, 12 milliards en plus dans les comptes publics. Mais votre séminaire gouvernemental, Madame la ministre, Monsieur le ministre, il est réglé en 5 minutes. Vous qui cherchez des milliards pour les futures mesures à prendre. 5 minutes. Alors qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que vous attendez en la matière? Est-ce qu'on va devoir attendre le projet de loi de finances ou est-ce que vous nous faites des annonces aujourd'hui? Madame la ministre. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les députés. Quelques mots d'abord, Monsieur le député, pour dire que vous ne pouvez pas affirmer, comme vous l'avez fait, que le gouvernement ne fait rien. Vous ne pouvez pas faire cette affirmation dans la mesure où vous-même, dans le rapport que vous avez produit, rapport de qualité, je partage l'appréciation qui a été portée par la garde des Sceaux et que le gouvernement tout entier partage. Vous soulignez qu'un certain nombre de mesures ont été prises et vous avez dit vous-même dans votre question que certaines dispositions allaient dans le bon sens. Nous avons, en plus des différentes dispositions examinées par le rapport, adopté au mois d'octobre dernier un texte de loi. Vous faisiez remarquer en aparté tout à l'heure que presque toute l'Assemblée l'avait voté, mais qui permet de donner de nouveaux outils. Des outils pour l'instruction, et je vais évoquer là la question du verrou de Bercy, des outils d'enquête avec la création d'une police fiscale sous l'autorité d'un magistrat rattaché au ministère de l'Action et des Comptes publics pour être encore plus efficace en la matière. De la même manière, la garde des Sceaux a eu l'occasion, il y a un instant, de souligner que les effectifs du parquet national financier augmentaient de manière constante et que par ailleurs, au-delà des effectifs, de 10 à 18, au-delà des effectifs, il fallait avoir en tête que chacun des magistrats travaille avec des magistrats instructeurs pour ainsi se démultiplier. Nous allons continuer de donner des moyens à la lutte contre la fraude. Combien de postes allons-nous donner dans tel ou tel service? Vous avez énuméré ces services-là. Nous allons le déterminer de deux manières, à la fois par le rapport que nous avons commandé, que nous commandons aux 3 inspections et que la garde des Sceaux a évoqué dans son propos, pour voir comment nous pouvons procéder d'abord à une évaluation et ensuite voir quels sont les moyens qui peuvent être alloués. La deuxième manière que nous allons emprunter, la deuxième voie, renvoie à ce que le président de la République a annoncé jeudi, le travail qu'il va lui-même confier à la Cour des comptes pour que chacun des dispositifs de lutte contre la fraude puisse être évalué, expertisé et qu'on sache comment et dans quelle mesure pouvoir les renforcer. C'est là-dessus que nous appuierons. Je termine en 6 secondes, Madame la Présidente, pour dire que certes, les effectifs de la Direction générale des finances publiques ont baissé de manière constante depuis 10 ans. C'est un constat qui est unanimement partagé. Mais je tiens à souligner que du fait des redéploiements d'effectifs au sein de Bercy, les effectifs particulièrement affectés à la question du contrôle sont eux restés stables sur 10 ans, puisque nous avons environ 12 000 agents qui sont affectés au seul contrôle fiscal.